Bienvenue dans l'Instant H, un podcast d'INRIA dédié à des personnes qui témoignent de leur expérience du handicap, qu'elles soient elles-mêmes porteuses, aidantes ou qu'elles travaillent sur le sujet en tant qu'experts ou chercheurs. Je suis Sarah Pébro, comédienne et auteure, j'ai eu un cancer du sein. J'ai partagé mon expérience avec humour et espoir dans un livre, Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur, et un spectacle, Cas surprise. Dans ce podcast, je vais rencontrer des femmes et des hommes qui vous raconteront comment vivre en situation de handicap, et en particulier dans l'emploi. Ce qui a pu les aider dans leur parcours, tant humainement que techniquement, ce qui est mis en place au sein d'INRIA, et tout ce qu'ils tirent de positif de leur expérience. Plongez dans l'Instant H, le podcast qui offre un nouveau regard sur le handicap. Bonjour Sarah. Bonjour Johanna. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Un plaisir. Alors pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr, donc je suis Johanna Chemouni et je suis là avec ma casquette de cofondatrice de Pépite Emploi. Et par ailleurs, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Diversidé. Donc les deux, évidemment, assez complémentaires. Chez Diversidé, on travaille sur tous les champs de l'inclusion sous le volet de la communication et de la sensibilisation. Alors chez Pépite Emploi, on est focus sur la question de l'emploi et du handicap. Et si je dis pas de bêtises, juste pour la chronologie, Diversidé, donc ça fait plus longtemps, ça fait depuis combien de temps ? Depuis 2010. Ça fait depuis 2010 et Pépite Emploi. C'est une plus jeune voilà. entreprise. L'idée est née en 2019 de façon un peu expérimentale et est devenue une société à part entière en 2021. D'accord. Est-ce que pour commencer, parce que tu as double casquette et tu viens aussi partager ton expérience personnelle d'une situation de handicap. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette situation ? Et puis après, on verra à quel point finalement ça a pu inspirer Pépite Emploi, sans trop en dire, parce que c'est toi qui vas nous raconter. Ça a totalement en fait inspiré Pépite Emploi, puisque effectivement, donc, depuis 2010, je travaillais sur les sujets d'inclusion et d'engagement. Je dirais que mon impulsion à moi, qui vient du monde de la communication, c'était un intérêt très très prononcé sur la question de l'identité, des identités, et un peu l'intuition que en mélangeant le savoir-faire du communicant et puis un savoir-faire plus technique sur ces questions-là, eh bien, on pouvait créer quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est Diversidé. Et régulièrement, tout au long de ce parcours, en fait, j'ai expliqué à mes partenaires et plus largement aux gens avec lesquels je travaillais que je n'irais jamais sur la question du recrutement. D'abord parce que je ne savais pas faire et puis surtout que je ne voyais pas ce que j'avais à proposer de plus que ce qui existait jusqu'à présent. Et ma lecture un peu caricaturale de l'emploi et du handicap, c'est de dire finalement on fait des très grands événements alors qu'on sait que l'emploi et le handicap, ça appelle plutôt à de l'accompagnement individuel. Et pour autant, on continue de proposer des très grands formats, des grands salons, des job dating qui finalement ont tendance à m'inquiéter un peu parce que je retrouve les mêmes visages et que je me demande si ça fait vraiment avancer les choses. Et c'est effectivement... pas tout à fait concomitamment, mais en tout cas, lorsque moi je suis tombée malade, en échangeant, en découvrant des parcours de vie, que là j'ai commencé à écrire un programme dans un premier temps, donc le programme Pépite Emploi, qui au fur et à mesure donc des choses et des rencontres, notamment avec mon associé Arnaud, qui est devenu donc l'entreprise que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Et pour en revenir à ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu peux partager avec nous de justement, enfin, en tout cas, avant que tu crées Pépite Emploi, quand tu es tombée malade, et un petit peu comment ça s'est passé pour toi, pour cette traversée, parce que je pense que c'est une traversée qui peut concerner beaucoup de personnes et qui pourra inspirer aussi pour voir comment finalement d'une telle épreuve, on en crée un tel projet derrière. Alors c'est vrai qu'on dit souvent... en matière de handicap, que la grande majorité des personnes, eh bien, elles sont en situation de handicap au cours de leur vie. Et moi, en tant que spécialiste du sujet, je sais que l'âge de survenue moyen est de 36 ans. Et donc moi, j'étais un petit peu précoce, à 35 ans. Donc on m'a découvert un cancer du sein. Un cancer un peu méchant, un cancer triple négatif. Et donc, c'est pour ça que je me corrige aussi quand je dis, évidemment, que ce n'est pas concomitamment que
j'ai pas l'annonce et on va créer une entreprise. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de voir. Pour réagir à ça. Ouais, bien sûr. On est d'accord. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai une première annonce qui est vous avez un cancer, pas de panique, vous êtes tellement jeune que a priori vous n'aurez que de la radiothérapie, tout va bien se passer. J'ai une lecture hyper auto-centrée et focus sur mon organisation de vie, mon travail, en me disant du coup ça doit s'organiser, je vais pouvoir planifier tout ça. Et donc finalement j'ai un peu une deuxième annonce le jour où on m'explique que les papiers que j'ai entre les mains, j'ai pas su les lire et que en fait c'est un cancer plus virulent, avec du coup un traitement aussi plus lourd que ce que j'avais pu imaginer. Et à ce moment-là, en fait, la première chose à laquelle je pense, c'est évidemment la peur de mourir. Mon inquiétude, du coup, là, se tourne plus du tout sur la sphère professionnelle, mais plutôt sur la sphère privée. Et voilà, mes enfants, évidemment. À ce moment-là, ce qui va caractériser, je dirais, si j'essaie de faire le parallèle un peu professionnel avec les différentes phases d'acceptation, moi, je crois que la colère a duré très, très longtemps. Oui. J'ai pas le souvenir d'être passée par une forme de déni ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est la colère dont je me souviens très précisément. Et à ce moment-là, une des expressions de ma colère, c'est de mettre le plus de distance possible entre moi et les soignants et les autres patientes. Oui. En fait, c'est particulier, une maladie féminine, puisque d'un seul coup, on est dans un cadre où il n'y a que des autres patientes, même si le cancer du sein concerne 1% d'hommes. Mais on les voit pas beaucoup et on les plaint, même s'ils doivent aller au Cénopole avec tous ces murs peints en rose. C'est quand même pas chouette. Mais c'est un peu de rose dans leur vie. Voilà. Mais objectivement, en fait, j'ai vraiment ce premier moment où je me refuse à discuter avec d'autres patientes dans les salles d'attente et puis surtout à me comparer. En fait, je cultive une certaine distance. Et à un moment, en fait, l'oncologue me propose différents ateliers. Je vais commencer à faire du tennis avec d'autres patientes. Ah oui. Et par ailleurs, en fait, j'ai une amie qui a eu un cancer du sein un peu avant moi. Elle était suivie à Curie. Et elle me fait aussi participer à des ateliers. Et donc, je me retrouve avec d'autres femmes. Tout à coup, donc la rencontre... Et là, je suis un peu obligée de m'ouvrir et surtout de voir leur façon à elles de vivre cette expérience, y compris des femmes qui étaient sorties, mais qui continuaient, puisque voilà, ces ateliers sont ouverts à des femmes qui sont plus forcément en plein dans leur traitement, mais du coup, il y a une forme de transmission qui s'opère, et moi, je suis emportée par ces femmes 1000 fois plus fortes que moi à ce moment-là, et leur histoire, en fait, me transcende. À tel point, en fait, que quand on s'ouvre et que chacune raconte son expérience, ce que je trouve assez exceptionnel, c'est que ce que moi, je théorise depuis 2010, d'un seul coup, elles me le font voir différemment. Notamment le fait que ce qui est certain, c'est qu'on peut plus jamais reprendre sa vie là où elle était. D'abord parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis aussi parce que quand on fait partie de ces personnalités-là, il y a une forme de combativité qui donne un élan. Ça nous change. Ça change. Ouais. Et si on accepte en fait que ça va changer, du coup on choisit aussi dans quelle direction ça va changer. Souvent je caricature en disant, en gros, quand on se lâchait un peu entre patientes, elle disait je change de mec, je change de maison, je change de taf, mais je change quelque chose. Voilà. Il n'y a pas moyen que je reprenne. Alors. Et puis voilà, tout ça est extrapolé parce qu'on est entre femmes, parce que à un moment il nous reste tout en commun de pouvoir rire en fait de ce qui est en train de se passer. Et parallèlement, professionnellement, à ce moment-là, il se trouve que je suis dans des programmes en fait de start-upers qui me sollicitent sur mon expérience de l'entrepreneuriat, même si moi, je n'ai pas du tout entrepris à la façon start-up parce que je suis un peu trop vieille pour ça. Mais du coup, il y a ces deux expériences de vie qui sont en miroir. D'un côté, des gens qui vont utiliser l'outil oratoire pour aller défendre des projets où tout le monde veut changer le monde. C'est la mode start-up. Puis il y en a pour qui c'est vrai, il y en a pour qui ça l'est moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est celui qui le racontera le mieux qui va réussir à franchir les étapes stratégiques de son projet. Et en face, j'ai des femmes à qui j'ai jamais dit d'ailleurs le métier que je faisais. Et pour autant, 1000 fois, j'ai envie de leur dire, vous savez, il existe un dispositif dans l'entreprise, tout ça, ça peut relever d'une reconnaissance. Et je ne l'ai jamais fait parce que c'était hors sujet. Ouais. Et que c'était pas les rapports que j'étais vous pas aviez cette aussi. personne-là. Ouais, voilà. Ouais.
Et puis, c'est vrai que moi qui suis très bavarde, dans tout ce parcours-là, j'étais plus à l'écoute de leur personnalité forte. La mienne s'exprimait beaucoup moins à ce moment-là. Et pour moi, ça commence à devenir assez évident que si je mets le storytelling au service de personnes qui sont en train de vivre des choses aussi fortes, elles vont... Je vais pas tout résoudre de ce qu'elles ont à vivre. Par contre, je pense avoir la bonne idée que ça peut faire gagner du temps. Ce temps où on se cherche et où on est en train d'essayer de se réconcilier, de se remettre en cohérence avec des choses qu'on n'a pas choisies finalement. Et qu'on est un peu seul. Et qu'on est complètement seul. Et finalement, en plus, je pense que là, pour le coup, tu le raconterais même mieux que moi, mais quand on vit quelque chose comme ça, dans l'instant, les autres le racontent à notre place. Oh, t'es super forte, c'est incroyable, alors que t'es au bout de ta vie et que tu veux juste rentrer vomir. Et les autres te racontent des choses et puis tu dis, en fait, que ce soit vrai ou pas vrai, à un moment, si c'est ce que ça renvoie, et que ça peut aussi faciliter la compréhension pour l'extérieur, alors à un moment, il faut avoir la force de se saisir en fait de son histoire, pas laisser les autres la raconter à sa place. Donc ça commence, un peu à s'écrire. Ouais. Je commence à écrire ce programme. Donc, qui, tout de suite, c'était Pépite Emploi. Ça me paraissait assez évident. Ces femmes, c'était des pépites. J'aimerais bien qu'il y en ait une là qui se reconnaisse et pouvoir adresser ce message. Notre terrain de tennis a fermé, mais sinon, je pense qu'on se côtoierait toujours. Et du coup, là, c'est évidemment le réseau Diversidé qui va me permettre de monter une première promo un peu expérimentale, qui est un échec total parce que ce qu'on fait est super bien, mais on le fait en présentiel. À ce moment-là, c'est les gilets jaunes. Mes bureaux est en République. Je vois des gens déjà plus vulnérables, arriver épuisés, dormir pendant les temps de pause. Enfin, voilà, maintenant, on se le raconte avec un peu d'humour, mais au début, c'est un peu chaotique. Mais on sent qu'on a d'une aventure. Ouais, voilà, ça c'est notre côté idée, start-up. Ça. On s'est essuyé et puis on retrousse les manches et on y va, on recommence. Exactement. En fait, on a quand même senti qu'il y avait quelque chose. Et puis du coup, le rebond, en fait, ça a été le confinement, puisqu'on se retrouve confiné. À ce moment-là, du coup, j'échange régulièrement avec celui qui est mon associé aujourd'hui, Arnaud. Et on se dit, après tout, on n'a pas grand-chose à faire. On a des candidats qui sont partants, allons-y, on leur propose de basculer sur Teams. Et c'est comme ça, en fait, que le programme a véritablement trouvé son format, grâce au côté dématérialisé et puis grâce au fait que lui, il vient vraiment de l'emploi, parce que moi, j'avais une forte intuition, mais à la base, je ne suis quand même pas recruteuse. Donc, on est très complémentaires et on écrit un programme qui est sacrément solide et qui, aujourd'hui, fonctionne très bien. Alors, comment ça se passe concrètement pour Pépite Emploi ? Donc, vous trouvez des candidats, c'est ça ? Que ensuite vous coachez quelque part et vous faites le lien en fait de l'autre côté avec le monde de l'entreprise, le monde du travail. Ça peut être l'INRIA, ça peut être d'autres types, d'autres entreprises. Comment se fait le lien ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toutes les étapes du début du sourcing jusqu'au recrutement ? Justement, un des éléments qu'on a corrigé, c'est ça. Justement, moi, spontanément, j'allais voir des candidats. Je leur présentais le programme, ils étaient forcément enchantés. Puis après, on allait chercher des jobs. Et en fait, c'est assez compliqué de fonctionner comme ça. Du coup, on a vraiment inversé le mécanisme. Et si je prends l'exemple d'INRIA, qui a expérimenté le dispositif, on est parti d'un besoin exprimé. D'accord. Déjà, ça change tout parce que ça veut dire que lorsque je vais à la rencontre de candidats, j'ai un projet concret et à court terme. Une fiche de poste un peu. Exactement. Donc ça, c'est une des particularités, c'est que quelqu'un qui le souhaite peut tout à fait rejoindre le programme Pépite Emploi, mais notre démarche à nous, c'est quand même d'aller chercher des candidats qui répondent à un besoin qu'un employeur nous a soumis. Pour des raisons de motivation, de pragmatisme, etc. Et après, le dispositif, alors les grandes lignes, c'est vraiment le support oratoire pour se présenter et défendre sa candidature. Ce qui est le plus dur, on ne va pas se mentir. Situation de handicap ou pas, exactement. Ça fonctionne pour n'importe qui. Quand on te demande de te présenter, où que tu sois, il y a toujours un petit moment de « Ah vraiment, c'est à mon tour, d'accord, bonjour ». Ce moment, en fait, où 2 minutes, c'est pas grand-chose et en même temps, je joue ma vie et du coup, je vais me prendre les pieds dans le tapis. Évidemment, ça, pour n'importe qui, ce serait, je pense, nécessaire que d'avoir vraiment un accompagnement adapté pour préparer ce moment-là. C'est extrapolé évidemment par le handicap, parce qu'éventuellement, j'ai quelqu'un face à moi qui a un trou dans son CV, a vécu une reconversion professionnelle,
qui a des choses en fait à expliquer et qui n'a pas forcément envie ou qui n'a pas forcément les bons mots pour l'expliquer, sans que d'un seul coup l'entretien tourne à autre chose qu'à partager ses compétences et sa trajectoire professionnelle. Donc ça, c'est vraiment le boulot qu'on fait. Et ce qui est génial, c'est que finalement, c'est court. Et parce que c'est court, on voit les gens qui progressent très très vite. C'est-à-dire que nous, le premier échange, on va demander aux gens de se pitcher. Donc c'est un peu chaotique au début. Ils ne savent pas forcément faire. Ils ont entendu 1000 conseils contradictoires. Bien sûr. Et nous, la première chose qu'on va leur dire, c'est on ne refera pas votre CV déjà. Et généralement, ils aiment bien. Et puis, la deuxième chose qui est plus spécifique au handicap, c'est le sujet de l'aménagement de poste, puisque nous, on va travailler en fait sur les questions d'aménagement de poste. On va décortiquer ces besoins-là pour que demain, en situation de recrutement, il n'ait pas la difficulté qu'on voit très souvent, c'est-à-dire un recruteur qui soit va poser la question, va se contenter d'une réponse qui n'est pas suffisamment exploitable, soit ne va pas poser la question du tout. Bref, nous, notre travail, c'est vraiment de faire le trait d'union. Super. Et donc, une fois que la personne est recrutée, comment ça se passe? Est-ce que parfois, il y a un suivi? Comment ça se déroule après sur la suite, je veux dire, après le recrutement? Là, c'est très variable. En fait, sur le process, évidemment qu'on les suit et on les accompagne. Mais dans la réalité, et tant mieux d'ailleurs, c'est pas du tout problématique pour nous, il y a plein de candidats qui veulent plus vraiment entendre parler de nous parce qu'ils ont envie de re-rentrer dans l'intégration classique en fait d'un agent ou d'un collaborateur selon le contexte. Et c'est très bien, ça nous va aussi. Et est-ce que tu veux nous parler, dans le cadre du partenariat avec INRIA, d'une des candidatures justement, comment ça s'est passé peut-être pour quelqu'un, un candidat pépite emploi qui a été recruté par INRIA? Du coup, ce qui était chouette déjà, le point de départ, c'est qu'on était sur une fiche de poste complexe. D'accord. Alors, c'était pas chouette au début, on a eu un peu peur. On s'est dit, nous, l'objectif, c'est quand même qu'on y arrive. Mais pourquoi c'est chouette? C'est parce que là aussi, il y a toujours un double enjeu en fait en matière d'inclusion. C'est de montrer que c'est pas une voie parallèle. Donc, recruter, c'est une chose. Et si on y arrive, on est trop content. Et évidemment, INRIA est ravie aussi de trouver le bon ou la bonne candidate. Mais c'est surtout aussi de faire la preuve qu'il ne s'agit pas de postes spécifiques ou moins stratégiques ou simplement moins capés. Oui. Donc là, on avait un poste avec du relief, avec des complexités. Et donc, c'est super challengeant. Mais ça veut dire aussi que la question du handicap, c'est une question qui est au cœur même de la stratégie pour l'entreprise ou l'institution. Et ça, c'est super précieux pour nous. Donc là, en l'occurrence, on avait un peu 1000 compétences à aller rechercher. Donc, on part en chasse. On a nos viviers, on a nos partenaires. On fait de l'approche directe, comme on dit dans l'emploi. Et puis, à ce moment-là, on devient un peu le porte-parole d'INRIA. Le but, c'est à la fois de permettre à nos candidats de se préparer comme n'importe quel candidat, c'est-à-dire les informer sur l'Institut, les informer sur les enjeux scientifiques, sur les enjeux plus globaux de l'employeur et de les inviter aussi à faire leur démarche à eux. Bien sûr, en fonction des candidats, tout le monde ne s'investit pas de la même façon, mais on voit bien que quand on est accompagné quelque part, ça donne aussi une impulsion et ça donne envie de se préparer véritablement. Donc on a un peu la liste, la to-do, comme on dit, de ce qu'il faut faire pour préparer au mieux. Exactement. Donc ensuite, nous, on présente plusieurs profils. Oui. Et ce qui nous tient à cœur particulièrement, c'est que nos candidats, ils rentrent dans le process classique de recrutement chez INRIA. Et ça, c'est vrai, c'est pas un recrutement parallèle. Exactement. Pour que les personnes qui nous écoutent... Tout à fait. C'est-à-dire que s'il est prévu qu'il y ait un premier niveau de sélection, puis un entretien avec un opérationnel, ce sera vrai avec nos candidats comme avec n'importe quel autre. Et là, en l'occurrence, c'est une success story puisque non seulement ils ont trouvé leur pépite, elle est toujours en poste au moment où on se parle et ça se passe très bien. Donc c'est une réussite. Après, ça reste de l'emploi. Traditionnel, donc il arrive aussi que ça marche pas ou que ça ne dure pas. Il n'y a pas de baguette magique. Et pour en revenir par rapport à ton parcours, est-ce que, alors ça peut être lié à ta situation de handicap et puis à la suite de ton parcours, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais que tu changerais dans ton parcours? Tu ferais différemment?
Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si je le ferais différemment, mais est-ce qu'il y a des petits regrets? Peut-être. Moi, j'ai pas vécu la période de la maladie avec l'affirmation que j'invite nos candidats Pépite Emploi à avoir dans leur parcours. Donc, moi, je le ressens comme une incohérence. Voilà, typiquement, il y avait des femmes à l'hôpital qui vivaient la tête découverte. Et moi, je trouvais ça admirable. J'ai jamais été capable de le faire. Et moi, je surfais un peu sur les incompréhensions parce que je voyais bien que dans les yeux des gens, comme je me couvrais la tête avec plutôt des trucs que j'avais achetés dans des magasins religieux et pas dans des magasins de santé. Donc, je voyais bien que les messages que ça renvoyait, c'est que j'avais plutôt l'air d'être une femme avec la tête couverte plutôt qu'une personne malade. Ouais. Et quelque part, je cultivais ça. Enfin, c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais je pense que j'ai manqué à ce moment-là de cohérence ou de courage. Est-ce que je le ferais différemment? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que le message que j'envoie souvent, c'est de s'affirmer en fait avec toute sa singularité. Je ne sais pas si j'ai été capable de le faire, mais c'est peut-être un peu sur ce territoire-là que je changerais des choses, peut-être. Je ne sais même pas si, avec du recul, si j'ai les ressources pour le changer, mais en tout cas, c'est. Je ne sais pas qui l'a dans les médias. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire qu'on ferait différemment, mais c'est parce qu'on a le recul aujourd'hui et que. Certainement. Et que dans les médias, on ne peut pas réfléchir à tout ça. On fait comme on peut et on se bat. C'est ce que tu as fait. Oui, oui. Et après, il y a quelque chose qui est très spécifique du coup sur les questions de santé, etc. C'est que en réalité, ce qu'on voit avec nos candidats, c'est aussi que dans leur parcours, il y a énormément d'influences externes. C'est-à-dire que si je fais le parallèle, en fait, moi, c'était mon équipe, c'était mes enfants, c'était mes clients. J'étais assez soucieuse de ce que je renvoyais comme image pour qu'eux soient absolument rassurés. Donc, tout ce qui pouvait m'éloigner de la maladie. Et le parallèle que je peux faire avec nos candidats, c'est que bien souvent, en fait, ce qui va les mettre dans une zone d'inconfort et d'incohérence, c'est parce qu'en fait, ils essayent de dire ce qu'ils pensent ou ce qu'on leur a dit qu'il fallait dire pour être le plus attractif possible dans leur candidature, là, en l'occurrence. Et forcément, à un moment, ça laisse du flou parce que c'est pas comme ça qu'ils l'ont vécu ou c'est pas comme ça qu'ils veulent l'exprimer. Donc voilà. Mais après, je pense qu'il y a 1000 incohérences dans nos vies et qu'il faut faire avec. C'est la richesse aussi. Hein. Ouais. On s'ennuierait sinon. Et à contrario, qu'est-ce que tu retiens de positif? Bon, ce que je retiens de positif, moi, c'est dans tous les moments difficiles de ma vie, ça a à chaque fois été de constater à quel point j'étais entourée, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Je pense que j'ai un bon karma au-dessus de la tête et ça, c'est ma chance. J'ai plus envie de le tester. Hein. J'ai compris, c'est bon. Touche du bois. mais objectivement, voilà, je pense que c'est une chance absolue et j'espère que même si un programme comme Pépite Emploi ne peut pas tout résoudre, en tout cas, s'il y a des personnes qui sont moins entourées, si on peut au moins solutionner la question professionnelle qui a un enjeu important, tant mieux, parce que c'est tellement précieux de savoir qu'on est épaulé. Oui, et puis finalement, de ton expérience, va t'en attirer quelque chose qui peut aider les personnes qui, à leur tour, passent par cette expérience-là. Donc, c'est une belle façon de boucler la boucle. Exactement. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui serait en situation de handicap, qui viendrait soit de l'accepter, parce qu'on sait qu'il y a une période d'acceptation qui peut être un peu longue, ou qui vient d'avoir un diagnostic? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Là, je mettrais forcément ma casquette un peu professionnelle pour rappeler qu'il y a toute cette charge émotionnelle. Il y a toute cette complexité administrative, sociale aussi, du regard des autres, etc. Mais on a la chance d'avoir une loi avec un interlocuteur au travers de la MDPH, avec des interlocuteurs dans l'emploi. Donc, se faire reconnaître, en réalité, ça me paraît tellement de bon sens
par rapport à tout ce que ça peut aider à résoudre, en tout cas dans la sphère professionnelle, que je dirais, continue ton parcours d'acceptation, continue ton parcours personnel, médical, mais ne te prive pas, ne retarde pas ce qui peut changer ton quotidien professionnel. Si on peut s'éviter quelques difficultés, quelques problématiques, voilà, autant le faire. Évidemment, là, si on s'adresse spécifiquement aux agents et aux agentes d'INRIA, je dirais ce que je dis souvent quand je suis face à des employeurs un peu grands, un peu costauds, c'est que c'est aussi une chance. Parce que voilà, celui qui travaille dans une plus petite structure, une structure de moins de 20 salariés, il a moins d'opportunités d'être accompagné. Donc, faut saisir quand même ces aides et ces supports. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de bonne raison, en tout cas, de s'en priver. Et pour revenir sur Pépite, comme maintenant Pépite a quelques années, quel est ton recul sur ces années? Alors, je ne sais pas si tu nous parlais d'un candidat en particulier ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ou comme un petit bilan des premières années de Pépite? En tout cas, ce que je peux dire, parce que ça fera lien aussi avec INRIA, c'est que en fait, ça a été un tel succès, ça a été tellement fort que ça nous a inspiré à un concours d'art oratoire qui s'appelle Le Grand Pitch. Donc, les candidats sont nos pépites. Oui. Ce sont des personnes en situation de handicap qui parlent de handicap. Pas toujours du leur, d'ailleurs. Ils sont assez libres de s'exprimer avec leurs mots, avec leur style, avec le ton qu'ils ont envie de partager. Et donc, l'employeur INRIA est partenaire depuis les premières heures de ce concours. Donc, voilà, je trouve que c'est une jolie façon de montrer que, finalement, on accompagne des personnes. On ne trouve pas un emploi à 100% d'entre elles, mais en tout cas, on a plein de succès. Et puis, quelque part, il y a un peu une logique de communauté qui se crée et finalement d'entraide, puisque ces mêmes candidats vont faire rayonner positivement cette démarche. Les mots ne résolvent pas tout, mais en tout cas, ça participe à une forme d'affirmation qui libère et qui permet de profiter en fait à d'autres qui ne sont peut-être pas encore à ce stade-là du regard qu'ils portent sur les questions de santé. Et puis je trouve que Pépite, en plus, avec ce terme très bien choisi, je dois dire, ça montre aussi le côté positif derrière l'épreuve et le fait que on puisse briller, rayonner dans sa vie et que justement, parfois, ça fait des changements de trajectoire ou au contraire, ça affirme dans sa voie, mais c'est des épreuves qui apportent aussi beaucoup de choses positives, sans enlever bien sûr tout ce qui est douloureux et difficile. Mais je trouve qu'avec le terme Pépite, on a vraiment cette idée-là de transcender, de résilience. Le mot est un peu galvaudé, mais c'est ça quand même. C'est finalement cette transformation grâce à l'épreuve, à la maladie ou la situation de handicap, quelle qu'elle soit. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot de la fin, un peu peut-être sur ta vision de la vie aujourd'hui? Alors ça peut être la vision de Pépite, mais aussi à titre plus personnel, ta vision de la vie après tout ça. Alors moi, ma vision de la vie, elle a toujours été... on l'assume plus en vieillissant. Mais pour le coup, professionnellement comme personnellement, moi, j'ai besoin de beaucoup de légèreté. J'ai besoin de m'amuser dans ce que je fais. J'ai besoin de m'amuser avec les gens avec lesquels je travaille. Je suis en interaction. Et donc, voilà, c'est vrai que quand on est plus jeune, professionnellement, on prend un peu des allures et on met un masque. Moi, pour le coup, c'est vrai que peut-être que c'est ça que ça a renforcé. C'est de se dire que c'est tellement plus chouette avec le sourire que autant faire en sorte de créer les conditions, d'entretenir les conditions, de tout faire avec le sourire. Et quand ça va pas, on va juste se concentrer sur autre chose de plus chouette, quoi. Et est-ce que... il y a un petit dernier mot, mais tu nous le dis là un petit peu sur le positif dans tout ça. Du coup, le positif... Alors, c'est vrai que la grosse différence entre... Diversité et Pépite Emploi, c'est de voir en fait des personnes qui signent des contrats, qui renouent avec une forme de vie sociale. Complètement. Un peu une renaissance en fait. Une petite anecdote. J'accompagne une femme et au fur et à mesure des visios, puisqu'on fait tout ça en visio, je la vois qui change de couleur de cheveux, donc elle est chez le coiffeur, qui se maquille, qui s'habille entre guillemets pour moi, mais parce qu'elle rentre en fait dans tout ce processus de transformation. Qui signe un contrat en CDI après 2 ans d'inactivité. Voilà, ça typiquement, c'est ça en fait, être une pépite. Oui, c'est joli. J'aime bien. On veut voir toutes les pépites maintenant.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé que tu voudrais partager, que ce soit lié à ton expérience personnelle, à Enria, à Pépite ou aux diverses idées qu'on n'aurait pas forcément abordées? Peut-être un petit mot un peu pratique. C'est-à-dire que finalement, là, on a parlé de la partie sourcing et préparation. On a dit évidemment que après, sur la phase d'entretien, de recrutement, ça se passait de façon classique. Puis après, c'est l'employeur en fait qui prend le relais sur la question de l'intégration, la question des aménagements de poste, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et puis peut-être un petit message du coup pour ceux et celles qui seront les futurs collègues de Pépite. Eh bien, c'est qu'eux aussi, en fait, ils peuvent solliciter une sensibilisation. On ne sait pas toujours comment être un bon collègue, un collègue handi accueillant. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter. Ouais, voilà. Alors, des fois, moi, je leur dis, il ne faut pas hésiter à être maladroit. Oui, on fait quelque chose. Il vaut mieux communiquer plutôt que se fermer par peur de pas bien dire les choses. Ouais, c'est vrai. Et puis après, il ne faut pas hésiter à solliciter aussi la mission handicap quand on a envie de recevoir quelques tips pour avoir la bonne attitude. Tout à fait. Pour mieux vivre et mieux travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Yana. Merci, Sarah. Prends soin de toi. Merci. Merci à notre invitée pour son témoignage inspirant. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de l'Instant H, le podcast d'Inria, dédié à des personnes qui témoignent de leur expérience du handicap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, en envoyant le lien à un ou deux collègues et à des proches, et en parlant dans la vraie vie. Nous sommes tous concernés. Et c'est en partageant ces témoignages et ces messages inspirants que nous parviendrons à changer le regard sur le handicap, pour mieux vivre et mieux travailler ensemble. Et pour finir sur une citation de Thérèse de Lisieux, que Nicolas a partagée avec nous lors de l'enregistrement, « Le soleil brille toujours derrière les nuages. L'Instant H, le podcast qui offre un nouveau regard sur le handicap. »